suite numérique. Je commence par une petite introduction sur les suites. À quoi ça sert les suites? On place une somme S à un taux annuel de 10%. Donc, le taux, il va rapporter un intérêt. Comment calculer l'intérêt de 10% sur une somme S? Il suffit de multiplier la somme par 10%. Alors, 10%, c'est 10 sur 100, c'est 0,1. Donc, les intérêts, c'est la somme S multipliée par 0,1. Alors maintenant, comment calculer la somme finale? Il suffit d'ajouter à la somme initiale, on ajoute les intérêts. Donc, la somme finale est égale à somme initiale plus intérêt. Donc, c'est S plus S fois 0,1. Je factorise par S et j'obtiens donc S fois 1,1. Donc, si on place une somme à un taux de 10%, alors la première année, on va avoir une somme de S multipliée par 1,1. La deuxième année, bien sûr, on va multiplier cette somme encore par 1,1, ce qui va donner S fois 1,1 au carré. Et ainsi de suite. Donc, si je note Sn, la somme que l'on obtiendra après n années, Sn, ça va être quoi? Donc, S0, c'est S, c'est la somme initiale. S1, c'est la somme après une année. Donc, c'est S fois 1,1. Et en général, Sn, c'est la somme S multipliée par 1,1 puissance n. Alors maintenant, si je veux, par exemple, si je veux avoir la somme après 10 ans, il suffit de prendre n égale à 10. Donc, au bout de n égale à 10 ans, on possédera S10 égale à S fois 1,1 puissance 10. Et voilà, donc c'est une suite. C'est un exemple simple de suite. Je reviens à la définition générale. C'est quoi une suite? Une suite, c'est une application U définie sur l'ensemble N à valeur dans R. Donc, les variables ici sont des entiers. Et U de N, on le note tout simplement U indice N. Donc, on note U de N par U indice N et on l'appelle terme de la suite ou parfois on l'appelle terme général de la suite. Quelques exemples simples. Racine de N. Donc, les premiers termes de la suite, 0, 1, racine de 2, racine 3, racine de 4 qui est égale à 2, etc. La suite moins 1 puissance N, c'est une suite alternée qui change de signe. Donc, pour n égale à 0, ça donne 1. Pour n égale à 1, ça donne moins 1. 1, moins 1, 1, moins 1, ainsi de suite. Donc, c'est une suite qui prend seulement deux termes. Fn, la suite définie par F0 égale à 1 et F1 égale à 1. Donc, premier terme, c'est 1. Deuxième terme, c'est 1. Et après, on fait la somme de deux termes pour avoir le terme suivant. Donc, F2, ça va être F0 plus F1. F3, ça va être F2 plus F1. D'accord? Donc, pour avoir un terme, on calcule la somme des deux termes précédents. Donc, Fn plus 2, c'est Fn plus 1 plus Fn. C'est une suite connue sous le nom de suite de Fibonacci. Les termes de cette suite, 1, 1, 2, c'est 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13, 8 plus 13, 21, etc. Donc, c'est une suite récurrente. La différence entre cette suite et les deux premiers exemples, par exemple, le premier exemple, UN égale à racine de N. Je peux calculer directement U indice 100. U indice 100, c'est racine de 100, c'est 10. Par contre, comment calculer F indice 100? F indice 100, j'ai besoin de F indice 99 et F indice 98. Et pour calculer F indice 99, j'ai besoin de F 98 et F 97. Et vous voyez, donc pour avoir un terme, il faut d'abord calculer les termes précédents. Donc, je ne peux pas calculer directement F indice 100 sans calculer tous les termes de F0 jusqu'à F 99.
ça donne beaucoup de calculs. C'est ça les suites récurrentes. Si on n'a pas l'expression de UN en fonction de n, si on n'a pas l'expression du terme général, on fait le calcul terme par terme et ça demande beaucoup de temps. Par contre, une suite qui est donnée par le terme général, on calcule UN directement. Il suffit de donner à n la valeur qu'on veut. 1 sur n carré. Donc, c'est une suite qui est définie à partir de 1. Elle n'est pas définie pour n égale à 0. Donc, c'est l'inverse des carrés. 1 quart, 1 neuvième, 1 seizième, ainsi de suite. Si je prends par exemple cette suite, 1 sur n moins 1, elle est définie à partir de quel entier? Donc, bien sûr, cette suite, elle est définie à partir de 2. Elle n'est pas définie pour n égale à 1. Alors, même s'il est défini pour n égale à 0, mais ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas important, parce que la suite, on commence toujours à partir d'un entier. Donc, si je commence par 0, je ne peux pas parce qu'il n'est pas défini pour 1. Donc, il vaut mieux. Alors, maintenant, passe aux suites majorées et minorées. La définition d'une suite majorée. Suite est dite majorée si tous les termes sont inférieurs à une constante. Il existe une constante m telle que quel que soit n, un est inférieur ou égal à m. Et m doit être une constante qui ne dépend pas de n. Donc, on dit que la suite un est majorée par m. Minorée, il suffit d'inverser l'inégalité. Tous les termes sont supérieurs à une constante. Et bornée, c'est minoré et majoré à la fois. Minoré par une constante et majoré par une constante. Et donc, pour cela, on peut utiliser la valeur absolue. Au lieu de minorer et majorer la suite, j'utilise la valeur absolue. Donc, la valeur absolue du UN est inférieure à une constante. Parce que ça donne UN entre moins M et M. D'accord? Donc, pour montrer qu'une suite est bornée, il suffit de montrer que sa valeur absolue est inférieure à une constante. Voilà un exemple illustratif, une figure illustrative. Voilà tous les termes de la suite. On représente les valeurs de n sur l'axe des abscisses et les valeurs de un sur l'axe des ordonnées. Et donc, U0, c'est cette valeur-là. U1, U2, U3, U4, U5, U6, etc. Tous les termes sont inférieurs à la constante m. Et ici, tous les termes sont supérieurs à la constante petit m. Suite croissante. Une suite UN est dite croissante si UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, quel que soit n. Strictement décroissante si l'inégalité est stricte. La même chose pour décroissante et strictement décroissante, il suffit d'inverser les inégalités. Donc, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN pour une suite décroissante et UN plus 1 est inférieur strictement à UN pour une suite strictement décroissante. Et on dit qu'une suite est monotone si elle est ou bien croissante ou bien décroissante. D'accord? Là, il faut éviter une chose. Il faut éviter des phrases comme la suite est croissante pour les entiers pairs, décroissante pour les entiers impairs. D'accord? Parfois, on a des exemples de suites alternées qui contiennent des valeurs positives et des valeurs négatives. Et parfois, les valeurs positives, ils varient en croissant et les valeurs négatives varient en décroissant. Il y en a qui ont des erreurs, qui exposent suite croissante pour les termes, pour les entiers pairs, décroissante pour les entiers impairs. Ça n'a pas de sens. Ça coule là comme croissante ou là coule là comme décroissante. Mais chez une partie croissante, une partie décroissante. D'accord? Voilà un exemple. Le premier terme, U0, sur la figure U1 plus grand que U0, U2 plus grand que U1, U3 plus grand que U2, U4 supérieur à U3, U5 est égal à U4. Donc, elle n'est pas strictement croissante, elle est croissante. D'accord? Elle est seulement croissante, elle n'est pas strictement croissante. Un exemple de suite croissante.
Sn égale à S fois 1,1 puissance n. La suite qu'on a vue à l'introduction. Normalement, pour montrer qu'une suite est croissante, on fait Sn plus 1 moins Sn. On étudie le signe. Sn plus 1 moins Sn de n, moins Sn doit être positif. Quelle est notre méthode? On fait le rapport. Sn plus 1 sur Sn égale à 1,1 qui est supérieur strictement à 1. Donc, puisque Sn est positif, alors je peux écrire Sn plus 1 est supérieur à Sn. Cette méthode, pour l'utiliser, il faut que la suite soit strictement positive. Sinon, il faut éviter cette méthode. Calculer le rapport, montrer qu'elle est supérieure à 1 et déduire que la suite est croissante. Ça, c'est pour les suites strictement positives. Sinon, je calcule la différence directement. Deuxième exemple, moins 1 puissance n sur n. Vous voyez donc, moins 1, U indice 1, c'est ça. U2 plus grand que U1, U3 plus petit que U2, U4 supérieur à U3, U5 inférieur à U4. Donc, ces suites, elle n'est ni croissante ni décroissante. Et là, on peut remarquer quelque chose. Si je prends les termes d'indice impair, Romado, U1, U3, U5, etc., ils forment une suite croissante. Vous voyez, donc, elle varie en croissant. Les termes d'indice R, U2, U4, U6, ils décroissent. Voilà, c'est une erreur de dire la suite est croissante si n est pair, si n est impair, décroissante si n est pair. Ça n'a pas de sens. Tout là, la suite croissante ou la suite décroissante. D'accord? Et c'est un autre cas lorsqu'on prend une suite extraite. Si on ne considère que les termes impairs, par exemple, on obtient une nouvelle suite. Ce n'est pas la suite UN. C'est une autre suite qui est extraite de UN. Et là, pour ces suites, on peut dire qu'elle est croissante. Donc, les suites extraites, achevons après. C'est la dernière partie, les suites extraites. Mais pour cet exemple, la suite, elle n'est ni croissante ni décroissante. Vous voyez bien qu'il est majoré par ce terme. Ce terme, les voit, 2, qui est égal à 1,5. Et 1,5, c'est un terme de la suite. C'est le terme U2. On dit que la suite est majorée par 1,5 et que 1,5, c'est une borne atteinte pour n égale à 2. Parce que c'est un terme de la suite. Moins 1, c'est un minorant. Vous voyez donc la suite, elle est minorée par moins 1. C'est un minorant. Et c'est un terme de la suite. C'est U indice 1. On dit que c'est une borne atteinte pour n égale à 1. Un autre exemple, 1 sur n, c'est une suite qui est croissante, bien strictement croissante, facile à vérifier. Elle est majorée par 1. 1, c'est la plus grande valeur. Tous les termes sont inférieurs à 1. Et en plus, 1, c'est une borne atteinte. Parce que 1, il y a U indice 1. C'est un terme de la suite. De même, la suite est minorée par 0. Tous les termes sont positifs, strictement supérieurs à 0. Mais dans ce cas, 0 n'est pas une valeur. N'est pas une valeur de la suite. Parce que tous les termes sont strictement supérieurs à 0. Les termes qui sont 0. Donc 0, c'est une valeur qui n'est pas atteinte. Ce n'est pas un terme de la suite. C'est un minorant, mais qui n'est pas atteint. J'espère que vous avez compris la différence entre une valeur atteinte et une valeur non atteinte. Une valeur atteinte, c'est une valeur qui appartient à l'ensemble des valeurs de la suite. C'est un terme de la suite. Une valeur qui n'est pas atteinte, cette valeur n'est pas une valeur de la suite, n'est pas un terme de la suite. Donc, on peut avoir un majorant ou bien un minorant qui n'est pas une valeur de la suite. On passe maintenant aux limites. C'est une partie très importante pour le cours. Bien sûr, vous connaissez tous les limites. J'ai dit que pour les limites, vous connaissez tous les limites. Et vous savez
comment calculer une limite. D'accord. Mais je pense que c'est la première fois que vous allez voir la définition exacte de la limite des suites. C'est une définition qui va vous paraître bizarre ou abstraite. Et d'ailleurs, on ne l'utilise pas pour faire des calculs. La définition, on l'utilise pour faire des démonstrations. D'accord? Pour démontrer d'autres propriétés. Pour démontrer les propriétés des suites, on utilise la définition. J'ai dit que les suites, pour les limites, vous connaissez tous les limites. Et vous savez comment calculer une limite. D'accord? Mais je pense que c'est la première fois que vous allez voir la définition exacte de la limite des suites. C'est une définition qui va vous paraître bizarre ou abstraite. Et d'ailleurs, on ne l'utilise pas pour faire des calculs. La définition, on l'utilise pour faire des démonstrations. D'accord? Pour démontrer d'autres propriétés. Pour démontrer les propriétés des suites, on utilise la définition. Mais pour les calculs, on ne l'utilise pas. On dit que la suite UN a pour limite L si, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier grand N tel que si petit n est supérieur ou égal à grand N, alors la valeur absolue de UN moins L est inférieure ou égale à epsilon. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si je prends une valeur quelconque d'epsilon, alors les termes de la suite sont très proches de L à partir d'un certain temps. Imaginez un epsilon qui est très très petit, 0,00001 par exemple. Cette valeur de epsilon, je peux trouver un entier grand N à partir duquel tous les termes sont très proches de L. La différence entre UN et L est très petite, inférieure à epsilon. D'accord? Donc, intuitivement, ça signifie que les termes de la suite sont très proches de L à partir d'un certain rang. Ça veut dire que la limite de UN égale à L. La formulation mathématique, quel que soit epsilon, il existe grand N tel que, quel que soit N appartenant à N, si petit n est supérieur ou égal à grand N, alors UN, valeur absolue de UN moins L, est inférieure ou égale à epsilon. Et on note limite UN égale à L, ou bien UN tend vers L lorsque N tend vers plus l'infini. Il faut noter aussi que la valeur absolue de UN moins L est inférieure ou égale à epsilon. Ça signifie quoi? Ça signifie que UN moins L est entre moins epsilon et epsilon, et donc UN est entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors, une figure illustrative, UN elle est entre, voilà L sur l'axe des ordonnées, voilà L, en dessous il y a L moins epsilon, au-dessus il y a L plus epsilon. Donc c'est une bande entre L moins epsilon et L plus epsilon. On trouve tous les termes de la suite, sauf un nombre fini qui reste à l'extérieur. D'accord? C'est ça la signification de à partir d'un certain rang, à partir de ce grand N, tous les termes de la suite ils sont à l'intérieur de cette bande. Ils sont compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et puis, le reste, les termes qui ne sont pas dans cette bande, on voit bien que leur nombre il est fini. Donc, ça n'a pas d'influence sur la limite. Parce qu'il reste seulement un nombre fini de termes à l'extérieur. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est le comportement de la suite à partir d'un certain rang. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse une certaine valeur de n? On voit bien que tous les termes sont coincés entre deux valeurs, L moins epsilon et plus epsilon. Deux valeurs qui sont très proches. Parce que epsilon, on prend epsilon bien sûr très petit. Alors, maintenant, on est arrivé à la limite infinie. Lorsque UN tend vers plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute valeur A strictement positive, tous les termes de la suite deviennent, à partir d'un certain rang, ils dépassent la valeur de A. D'accord, c'est normal. UN tend vers plus l'infini, UN devient très grande à partir d'un certain rang. Donc, il dépasse n'importe quelle valeur. C'est ça la signification. Elle dépasse n'importe quelle valeur. Quel que soit A supérieur à 0, on trouve toujours un entier à partir duquel tous les termes deviennent bien plus grands que A. Voilà une illustration, par exemple.
je prends une valeur A quelconque, et donc, seulement un nombre fini qui est inférieur à A. Seulement un nombre fini. Mais le reste, tous les termes, donc à partir d'un certain rang, tous les termes deviennent plus grands que A. Et ceci pour n'importe quelle valeur de A. Même si je prends A très grand, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, n'importe quelle valeur, il y a toujours un entier grand terme à partir duquel tous les termes de la suite deviennent supérieurs à A. Et de la même façon, on définit la limite UN tend vers moins l'infini. Alors, moins l'infini, ça veut dire que UN elle est inférieure à n'importe quelle valeur négative à partir d'un certain rang. Donc, ce qui revient à moins UN tend vers plus l'infini. D'accord? Ou bien, on l'écrit mathématiquement, quel que soit A inférieur à 0, il existe grand N tel que quel que soit N, N supérieur égal à grand N, implique UN inférieur ou égal à A. D'accord? Je modifie l'inégalité ici, A inférieur à 0, et ici UN inférieur à A. UN tend vers moins l'infini. Alors, une suite est dite convergente si elle admet une limite finie, divergente sinon. Ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire si elle n'a pas de limite finie, donc sa limite, ou bien elle admet une limite qui est infinie, plus ou moins l'infini, ou bien elle n'admet aucune limite. Suite divergente. Maintenant, si une suite est convergente, sa limite est unique. Donc, une suite ne peut pas converger vers deux limites différentes. Là, je vais vous montrer la démonstration. En général, on ne fait pas de démonstration. Ce qui nous intéresse, c'est il faut comprendre les résultats. S'il vous plaît, désactivez les micros. Il faut bien comprendre les résultats et savoir comment les appliquer. Mais c'est juste pour vous montrer l'utilité de la définition. La définition de la limite, on ne l'utilise pas pour calculer les limites. D'accord? D'ailleurs, presque on n'utilise jamais la définition de la limite avec les epsilons. C'est très rare. On l'utilise surtout pour les démonstrations. D'accord? Les démonstrations pour démontrer les résultats. Alors, si une suite est convergente, sa limite est unique. Supposons que la suite UN admet deux limites, L et L'. Donc, je suppose que L est différent de L', et je vais trouver une contradiction. Bien sûr, L différent de L', ou bien je peux avoir L supérieur strictement à L', ou bien L inférieur strictement à L'. Donc, c'est pareil, c'est la même. Il suffit d'échanger L et L'. Donc là, je suppose que L est strictement supérieur à L'. Pour attention, la définition de la limite de UN égale à L, quel que soit epsilon, quel que soit epsilon, il existe un entier à partir duquel la valeur absolue de UN moins L est inférieure à epsilon. Quel que soit epsilon, il existe un entier N1. À partir duquel on a UN moins L est inférieur à epsilon. La même chose, limite de UN égale à L', c'est pas le même entier. Pour la suite, pour L', à partir d'un certain rang, quel que soit epsilon, il existe un entier N2, à partir duquel UN moins L inférieur à epsilon. Et ne me pas qu'on a le même rang, le même entier. Alors, l'idée maintenant, c'est quoi? Choisir, travailler avec un epsilon bien choisi. Puisque c'est vrai, quel que soit epsilon, donc j'ai le choix de prendre un epsilon particulier, d'atteindre une valeur particulière. OK? Donc, je vais prendre epsilon, il y a L moins L' sur 4. Peut-être que vous allez vous demander pourquoi cette valeur. Vous allez comprendre après, fin de la démonstration, epsilon L moins L' sur 4. Pourquoi pas L moins L' tout court ou L moins L' sur 2, par exemple? Pourquoi 4? On verra ça après. L'essentiel, c'est que ce epsilon que j'ai choisi, elle est strictement positif. L supérieur L'. On va dire un entier N
qui est plus grand que NA ou N2. En même temps, il est plus grand que NA ou N2. Donc, alors, je dois le max de NA, N2. Je prends le max de NA, N2. Ce epsilon que j'ai choisi, il est strictement positif. L'entier N que j'ai choisi, il est plus grand que NA. Donc, je peux appliquer ça. Puisque petit n est supérieur ou égal à NA, donc, elle vérifie ça. Alors, la valeur absolue de N moins L est inférieure à epsilon. La même chose, epsilon est positif et N supérieur à N2, donc je peux appliquer l'inégalité de Tania. La valeur absolue de N moins L' est inférieure à epsilon, parce qu'elle est valable pour tous les entiers qui sont supérieurs ou égaux à N2. La première, elle est valable pour tous les entiers qui sont supérieurs ou égaux à N1. C'est pour ça que j'ai choisi N ou le max, N1, N2. Parce que je veux utiliser les deux inégalités en même temps. Donc, je veux un entier qui est à la fois plus grand que NA ou N2. Mais le max, c'est NA ou N2, qui est à la fois plus grand que NA et N2. Donc, il vérifie les deux inégalités en même temps. Et voilà maintenant comment je vais utiliser ces deux inégalités. Donc, je vais écrire L moins L' égale à la valeur absolue de L moins L'. Parce que L moins L', il est positif. Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Et après, j'ajoute et je retranche N. Moins UN plus UN. Donc, donc moins UN plus UN. Maintenant, j'utilise l'inégalité triangulaire. Qu'est-ce que l'inégalité triangulaire? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc, la valeur absolue de L moins UN plus UN moins L' est inférieure ou égale à la valeur absolue de L moins UN plus la valeur absolue de UN moins L'. هنا واحد الانيغاليتي زايده inférieure ou égale. Normalement, c'est تحيد. D'accord. Donc, صارت نحيدها من بعد قبل ما نحط هذا الفيشي هذا. دونك هنا سي بلس ما كايناش هاد inférieure ou égale. Puisque les deux quantités sont inférieures à epsilon. هذه صار epsilon, هذه صار epsilon. Donc la somme elle est inférieure à 2 epsilon. Il y a 2 epsilon, il y a L moins L' sur 2. Maintenant, je simplifie par L moins L'. Vous voyez, L moins L' à gauche et L moins L' à droite. Est-ce que j'ai le droit de simplifier toujours par un nombre? Pas toujours. C'est strictement positif. D'accord? Ici, L moins L', il est strictement positif. Parce que L, elle est supérieure à L'. Donc, après la simplification, je n'ai pas lire. À gauche, il va rester 1 et à droite, 1 demi. Absurde. Impossible. Donc, là, tu fais moi, là, je dis sur 4. Les 2 epsilon, ça fait sur 2. Et là, ça fait 1 demi. Par exemple, si je prends ici 2, L moins L' sur 2, qu'est-ce que j'obtiens ici? L moins L', après simplification, 1 inférieur ou égal à 1. C'est normal, 1 inférieur ou égal à 1, ce n'est pas une contradiction. Donc, il faut bien choisir le epsilon pour avoir une contradiction. Ce qu'on a supposé au départ, elle est faux. Donc, je peux conclure que L est égal à L'. Et voilà, bien sûr, essayez de refaire la démonstration chez vous. Une feuille, un stylo, je fais moins bien. C'est la seule fois que je vais démontrer une propriété qui m'a goûté comme c'est juste pour bien comprendre l'utilité de la définition. À part cette définition, la limite, la méthode intuitive pour calculer les limites, ou bien les propriétés de calcul de limites, je ne peux pas démontrer cette propriété sans utiliser la définition. Propriété simple, là-dedans, nous allions rapidement, limite UN égale à L multiplié par lambda, lambda UN envers lambda L. Limite UN égale à L, Vn égale à L', donc la somme UN plus Vl tend vers L plus L', et le produit UN fois Vn tend vers L fois L'. Des propriétés qui sont importantes et sont faciles à comprendre, on les utilise pour les calculs. Alors, je continue. Si limite UN égale à L, avec L un réel non nul, maintenant, c'est pas bien, votre attention. Alors, si la limite UN égale à L avec L non nul,
est-ce que je peux parler de la limite de 1 sur UN? Alors, 1 sur UN, il faut que UN soit non nul. C'est possible, puisque la limite est différente de 0. Donc, à partir d'un certain rang, les termes de la suite vont être différents de 0. D'accord? Puisque la limite est différente de 0, à partir d'un certain rang, les termes de la suite vont être différents de 0. Peut-être certains termes peuvent être nuls, mais ce n'est pas grave. Leur nombre est fini. D'accord? Puisque la limite de UN est différente de 0, je peux avoir certains termes nuls, c'est possible, mais le nombre des nombres est fini. La limite. L'essentiel, c'est qu'à partir d'un certain rang, c'est-à-dire pour n assez grand, les termes de la suite vont être non nuls. Et donc là, je peux faire 1 sur UN, limite de 1 sur UN, c'est 1 sur N. Une propriété que vous connaissez tous, si limite UN égale à N, alors 1 sur UN égale à 1 sur N. Pourquoi UN elle est non nulle? Donc c'est une propriété. Si je veux la démontrer, je dois utiliser la définition. Un epsilon bien choisi qui fait la démonstration précédente, il faut bien choisir avec le epsilon et j'obtiens UN non nul. Pour les intéressés, vous pouvez trouver ça sur Internet, les livres, les démonstrations comme ça. Pour les intéressés, bien sûr. Sinon, les autres, ils peuvent se contenter du calcul, de limite, ou bien les séries qu'on va poser, les exercices qu'on va faire. Les exercices, on ne va pas utiliser la définition. D'accord? Juste les calculs de limite. La définition, on la laisse pour les démonstrations. Et les démonstrations, on ne va pas les faire, sauf une qu'on a déjà faite. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez consulter les démonstrations des livres ou bien sur Internet. Un exemple simple, on utilise les propriétés de la limite. UN fois 1 moins 3 UN moins 1 sur UN carré moins 1. UN tend vers L. 1 moins 3 UN, c'est 1 moins 3 L. Donc, on fait le produit. Donc là, j'ai utilisé des propriétés Kremlin-Linaya. 1 sur UN carré moins 1, puisque L, ça tend vers 1 sur L carré moins 1. Pourquoi? Parce que L carré moins 1, elle est non nulle, puisque L est différente de 1 et différente de moins 1. Donc, une propriété simple, Linaya. La même chose, si limite UN égale à plus l'infini, alors 1 sur UN tend vers 0. Vous connaissez cette propriété sous la forme 1 sur plus l'infini, il y a 0. Maintenant, l'inverse, UN tend vers 0, 1 sur 0. Bon, ça dépend, 0 plus ou 0 moins, ça peut donner 1 plus l'infini, 1 sur 0 plus, il y a plus l'infini, 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Ça dépend de la limite, des valeurs de la suite, positif et la négative. Donc, si j'ajoute cette condition, limite UN égale à 0 et UN est positif pour N assez grand, dans ce cas, c'est plus l'infini. Et le cas UN négatif pour N assez grand, dans ce cas, ça donne moins l'infini. Pourquoi pour N assez grand? Je peux avoir des termes négatifs de la suite. Je peux avoir 100 termes négatifs, 1000 termes négatifs, ce n'est pas grave. Mais à partir d'un certain rang, les termes doivent être positifs. Donc, je ne regarde pas les premiers termes pour étudier la limite. Je ne regarde pas, je ne m'intéresse pas aux premiers termes. Mais quand les premiers termes, ma chère U0, U1, alors même une centaine de termes, des milliers de termes, la limite. Parce que la limite, c'est pour N assez grand. C'est pour lorsque N prend des valeurs très grandes, des centaines de milliers, des millions, des milliards. C'est-à-dire la limite. On ne s'intéresse pas aux premières valeurs. Donc là, il faut que UN soit positif à partir d'un certain rang. Une autre propriété, limite UN égale à plus l'infini, et Vn est minorée. Alors la somme égale à plus l'infini. Alors pour expliquer ça, qu'est-ce qui est un problème? Plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Sinon, il n'y a pas de problème pour faire la somme. L'infini plus quelque chose, ça donne toujours plus l'infini. Sauf si Vn tend vers moins l'infini. Là, on aura une forme indéterminée. Mais avec cette condition, Vn est minoré, Vn ne peut pas tendre vers moins l'infini. D'accord? Et que je vais être minoré.
tous les termes de la suite sont supérieurs à une constante et ne peut pas tendre vers moins l'infini. Et donc là, il n'y a pas de problème. Je peux faire la somme sans connaître la limite de Vn. Maintenant, Vn minoré. Vn, il peut tendre vers plus l'infini. Il peut tendre vers une limite finie. Il peut ne pas avoir une limite divergente. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit minorée. Dans ce cas, je peux faire la somme. La même chose pour le produit. Le produit fait qu'il y a le problème. Lorsque U1 tend vers l'infini et Vn tend vers 0. Là, c'est une forme indéterminée. Mais si j'ajoute la condition Vn minorée par un nombre lambda qui est strictement positif, alors dans ce cas, Vn ne peut pas tendre vers 0. Imaginez Vn, elle est supérieure à lambda, qui est strictement positif. Donc, Vn impossible qu'elle tende vers 0. Et donc, il n'y a pas de problème. La même chose, sans connaître la limite de Vn. Vn tend vers plus l'infini, ou bien vers une constante, ou bien n'a pas de limite, peu importe. Donc, le produit, c'est plus l'infini. Les propriétés Coulomb, on revient à la définition. Les epsilon, quel que soit A pour une limite infinie, on utilise les définitions pour démontrer ça. Toute suite convergente est bornée. Une suite qui est convergente, elle est minorée et majorée. Je pense que c'est évident, intuitivement c'est évident, puisqu'elle converge, elle tend vers une limite finie, donc elle ne peut pas sortir d'un intervalle. Elle est bornée, mais la réciproque, elle est fausse. Une suite qui est bornée, elle n'est pas forcément convergente. L'exemple de moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n, elle est bornée. Elle prend seulement deux valeurs, moins 1 et 1. Mais elle n'est pas convergente. On verra après pourquoi la suite moins 1 puissance n n'est pas convergente. Une autre propriété, une suite qui est bornée et une suite qui tend vers 0. Le produit tend vers 0. Je pense que vous connaissez déjà de propriétés. Si je prends par exemple sinus n sur n. Sinus n sur n. Maintenant, شحال واحد كيتصيد كيقول لك 0. Pourquoi? Parce qu'on confond sinus n sur n avec sinus x sur x. Vous avez une propriété, limite de sinus x sur x, il y a 0 lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, pardon, sinus x sur x tend vers 1, lorsque x tend vers 0, d'accord? Sinus x sur x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Mais ici, n tend vers l'infini, mais j'y tend vers 0. Donc, je ne peux pas appliquer le résultat à la sinus n sur n. Je ne peux pas dire que sinus n sur n tend vers 1 parce que sinus x sur x tend vers 1. D'accord? N tend vers l'infini. Là, on utilise cette propriété. Sinus n sur n, c'est le produit de deux suites. Sinus n et 1 sur n. Sinus n est borné, 1 sur n tend vers 0, donc le produit tend vers 0. Voilà. Un exemple, sinus n sur racine de n. Sinus n sur racine de n, la même chose, ça tend vers 0. Pourquoi on utilise cette propriété? Parce qu'on ne connaît pas la limite de cosinus, de la suite cosinus. Cosinus n n'a pas de limite quand n tend vers l'infini, mais elle est bornée. Donc, je peux appliquer ce résultat, borné, une suite vers 0, le produit vers 0. Les formes indéterminées, plus l'infini moins l'infini. Par exemple, l'exponentielle de n moins ln de n. Là, c'est une forme indéterminée. S'il vous plaît, désactivez les micros. Exponentielle de n moins ln de n. C'est une forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini. Alors, une forme indéterminée, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas calculer sa limite. Ça veut dire seulement je ne peux pas conclure ou bien déduire la limite directement. Je dois chercher autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Il faut utiliser les propriétés les bac. Exponentielle de x sur x, ln de x sur x, exponentielle de n sur n tend vers l'infini, ln de n sur n tend vers 0. Donc, il suffit de factoriser par n. Et j'ai écrit n facteur de exponentielle de n sur n moins ln de n sur n. D'accord? Exponentielle de n sur n tend vers l'infini, ln de n sur n tend vers 0.
l'infini, ou n tend vers l'infini, donc l'infini fois l'infini, c'est l'infini. Et voilà, donc il faut faire une petite manipulation pour que ça devienne une forme déterminée. N moins n carré, forme indéterminée, mais si on factorise par n, par exemple, ça devient n fois 1 moins n, plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. N plus 1 sur n, moins n, plus l'infini, moins l'infini. Mais après simplification, je simplifie n par n, il ne reste 1 sur n tend vers 0. Une autre forme indéterminée, c'est 0 fois l'infini. Alors, quelques exemples. 1 sur ln de n fois l'exponentielle de n. Forme indéterminée. 1 sur ln de n, c'est 0. L'exponentielle de n, c'est plus l'infini. Le produit, c'est une forme indéterminée. Mais on peut toujours utiliser les propriétés de l'exponentielle de n sur n. Ou ln de n sur n. ln n sur n tend vers 0. Mais si j'inverse, n sur ln de n, ça tend vers l'infini. Donc l'idée est simple. Je multiplie par n et je divise par n. N sur ln de n fois l'exponentielle de n sur n, plus l'infini fois plus l'infini. Ça devient une forme déterminée. Vous voyez, il faut toujours chercher une petite manipulation pour que la forme indéterminée devienne une forme déterminée. 1 sur n fois ln de n, 0 fois l'infini, la même chose, forme indéterminée. Mais si on l'écrit sous forme ln de n sur n, c'est une propriété connue, la limite c'est 0. Sur n fois n plus 1, 0 fois l'infini. Mais si on écrit n plus 1 sur n, ça devient une propriété qui est connue. N plus 1 sur n, ça tend vers 1. Et les autres formes indéterminées, l'infini sur l'infini, 0 sur 0, et 1 puissance l'infini. Surtout 1 puissance l'infini. 1 puissance l'infini, si je prends l'exemple d'elle, 1 plus 1 sur n de tout puissance l'infini. Les inégalités sont connues. Si un est inférieur à Vn, alors limite un est inférieur à limite Vn. Vn supérieur à un et un tend vers plus l'infini, donc Vn tend vers plus l'infini. La même chose, Vn supérieur à un. Il a dit Vn tend vers moins l'infini, alors un tend vers moins l'infini. Les propriétés connues théorème des gendarmes, Vn, les coins c'est comprises entre deux suites Un et Vn. Il a qu'un aussi les deux suites Un et Vn convergent vers la même limite. Alors, Vn, la même chose, ils convergent vers la même limite. Une suite illustrative, vous voyez, à partir d'un certain rang, ils s'approchent, parce qu'ils s'approchent les suites lèches, ils convergent vers L. Ils s'approchent de L. Pour les premiers termes, non, ils sont très loin entre eux, les termes de la suite. Mais à partir d'un certain rang, ils s'approchent entre eux. Et Vn et Un, ils convergent vers L. Donc, la même chose pour Vn, ils convergent vers L. Des propriétés connues. La même chose pour ce théorème, toute suite croissante et majorée est convergente. Et donc, par analogie, toute suite décroissante et minorée est convergente. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour une suite croissante et non majorée? Une suite qui est croissante et non majorée. Imaginez une suite qui croît. D'accord? Et il n'est majoré par aucune constante. Donc, il continue son chemin. Rien ne stoppe cette suite. Donc, elle va vers moins l'infini. La suite, elle n'est pas majorée. Si elle est croissante et non majorée, elle tend vers plus l'infini. C'est normal. Une suite définie par une somme de n termes. La somme des inverses des carrés. Jusqu'à 1 sur n carré. Pour cette suite, d'abord, U1, c'est quoi U1? U1, où est le premier terme? D'accord? U2, on s'arrête là. C'est 1 plus 1 sur 2 au carré. U3, on s'arrête là. À chaque fois, on rajoute un terme. À chaque fois, on rajoute un terme. Mais toujours, on commence par 1. Donc là, il y a un terme.
Donc, la première chose, il faut calculer un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, c'est 1 sur n plus 1 au carré qui est positif. Donc, la suite, elle est croissante. Comment? Alors, voici les détails. Un, comme je l'ai dit, c'est la somme des carrés, des inverses des carrés, jusqu'à 1 sur n carré. C'est n terme. Alors, un plus 1, c'est quoi? C'est la somme jusqu'à 1 sur n plus 1 au carré. Avant d'arriver à 1 sur n plus 1 au carré, on passe par 1 sur n carré. Donc, un plus 1, il contient tous les termes de la suite un. Coulomb, plus le terme 1 sur n plus 1 au carré. Donc, un plus 1, c'est un plus 1 sur n plus 1. Je pense que c'est clair, c'est détaillé, c'est clair, je pense. Si on fait la différence un plus 1 moins un, il nous reste 1 sur n plus 1 au carré qui est positif, donc la suite, elle est croissante. Maintenant, on va montrer par récurrence cette inégalité. Là, normalement, il y a des questions détaillées, ça fait des exercices. Ce n'est pas à vous de chercher des inégalités. On vous donne la question directement. Montrez cette inégalité par récurrence. Alors, vérification pour n égale à 1. U1, il y a 1. U1, c'est le premier terme, il y a 1. Comparé avec 2 moins 1 sur 1, on obtient égalité. Donc, c'est vrai pour n égale 1. On suppose que c'est vrai pour n. Donc, on se fixe un entier n pour lequel on suppose que un est inférieur à 2 moins 1 sur n. On doit montrer que un plus 1 est inférieur à 2 moins 1 sur n plus 1. Alors, j'utilise l'inégalité. J'utilise l'égalité un plus 1 égale à un plus 1 sur n plus 1 au carré. J'utilise l'hypothèse de récurrence. Il est inférieur à 2 moins 1 sur n. D'accord? Maintenant, on va utiliser une inégalité. Normalement, toutes ces inégalités, des questions intermédiaires. 1 sur n plus 1 au carré. Voilà, il est inférieur à 1 sur n fois n plus 1. Il suffit de voir les dénominateurs. N plus 1 au carré comparé à n fois n plus 1. Ah, c'est clair que n plus 1 au carré il est plus grand que n fois n plus 1. En l'inversant, l'inverse devient plus petit. Propriété des inégalités. Le terme 1 sur n fois n plus 1, je peux l'écrire sous la forme 1 sur n moins 1 sur n plus 1. C'est facile de voir ça, de vérifier ça. Il suffit de réduire au même dénominateur. D'accord? Donc, je continue ici. Ça, c'est inférieur à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. 1 sur n se simplifie avec 1 sur n. Il me reste 2 moins 1 sur n plus 1. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Ce qui termine la récurrence. Maintenant, on a montré que un est inférieur à 2 moins 1 sur n. Est-ce que ça signifie que la suite est majorée? Ben oui, mais attention, il ne faut pas dire que un est majoré par 2 moins 1 sur n. C'est faux. 2 moins 1 sur n n'est pas une constante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une autre inégalité. 2 moins 1 sur n est inférieur à 2. Et une constante. Donc, la suite est majorée par 2. Elle est croissante et majorée par 2 et converge. Deuxième exemple. Bien sûr, un exemple, prenez une feuille, un stylo et essayez de refaire les calculs en détail. La même chose, c'est le même principe, la somme de n termes. Donc, un plus 1, c'est ce qu'on y a un plus le dernier terme de règle z et 1 sur n plus 1. Là, donc, un plus 1 moins un, c'est 1 sur n plus 1 qui est positif, donc la suite elle est croissante. Alors maintenant, on va montrer que ces suites ne convergent pas. D'accord? Si elles ne convergent pas, si les croissantes ne convergent pas, on a déjà vu que ça tend vers plus l'infini. Pour cela, on fait ça par l'absurde. Voilà les détails des calculs. Un, c'est la somme de 1 demi jusqu'à 1 sur n. Je prends U2n
I de n, il contient deux intermes, le double de UN. Donc, من 1 حتى 1 sur 2n. Les n premiers termes, ou même 1 حتى 1 sur n. Plus les autres termes, 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur 2n. Vous voyez bien que si je fais la différence, I de n moins UN, tous ces termes, les n premiers termes, ils se simplifient. Donc, il y a là 1 sur n plus 1 حتى 1 sur 2n. Après, chaque terme de cette suite est plus grand que 1 sur 2n. يعني في هذه الان termes اللي عندنا شكون هو الصغير فيهم؟ هو لو ديرني. علاش؟ حيت هو اللي عنده لو دينوميناتور لو بلو غران. هاد لي دينوميناتور اللي عندي هنا شنو هما؟ n plus 1 n plus 2 هما غاديين وكيزيدوا n plus 3 jusqu'à 2n. Donc 2n هو الكبير هو le plus grand. Donc l'inverse, ça devient le plus petit. 1 sur 2n devient le plus petit. Donc tous ces termes sont supérieurs à 1 sur 2n. Donc 1 sur 2n, c'est 1 sur 2n. 1 sur 2n, n fois. Et la somme d'un nombre n fois, ou n multiplié par ce nombre, n multiplié par 1 sur 2n, il y a 1 demi. Donc je viens de montrer l'inégalité I de n moins un supérieur à 1 demi. Je passe à la limite maintenant. Si la suite converge, je dis si la suite converge vers L, je fais qu'on a maintenant, I de n il converge vers L, je passe à les limites, j'obtiens L moins L supérieur à 1 demi. 0 supérieur à 1 demi, ce qui est absurde. Donc la suite UN ne converge pas. Croissante et divergente, donc elle converge plus l'infini.